Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce numéro de votre émission Ils ont marqué l'histoire. Notre invité de ce soir fait partie de ces hommes dont le parcours épouse l'évolution de l'enseignement supérieur et de la pensée culturelle du Burkina Faso. Tout commence dans les années 70 avec un jeune étudiant passionné des lettres formé à l'université de Ouagadougou avant de poursuivre ses études en France. Il obtient une maîtrise en 1978 et un DEA en 1979, puis un doctorat en 1982. Mais son histoire ne s'arrête pas à la recherche. En 2006 et 2016, il occupe des fonctions stratégiques au sommet de l'État, notamment comme directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, contribuant à des réformes majeures comme l'introduction du système LMD, homme de culture, penseur engagé, spécialiste des masques et des expressions artistiques africaines. Il est également membre fondateur de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Aujourd'hui, il continue de transmettre son savoir en tant que recteur d'université, tout en laissant une empreinte durable à travers ses nombreuses publications et les générations d'étudiants qu'il a formés. Alors, qui est cet homme derrière le professeur, le chercheur et le bâtisseur? Vous allez le découvrir tout de suite. Bonsoir, Monsieur Sanou. Bonsoir, madame. Et bienvenue dans cette émission. Je vous remercie. D'accord. Monsieur Sanou, avant de débuter, nous allons revenir sur vos débuts. Vous obtenez votre licence en lettres modernes en Ascension à l'Université de Ouagadougou. Déjà, 77, pardon, ok. Déjà, dites-nous comment est née votre passion pour la littérature. Est-ce qu'on peut parler de passion pour la littérature? Parce que mon histoire est une histoire un peu bizarre, mais que j'aime souvent raconter aux étudiants pour dire que quand on a son destin, on ne peut pas y échapper. Moi, j'ai fait un baccalauréat à 4. Non, à 5, pardon, baccalauréat à 5. En 1974, au lycée de Ivoire de Nouveau-Jason. Et ce baccalauréat à 5, c'était 3 langues de France. Anglais dès la 6e, allemand en 4e et espagnol en seconde. Donc, j'étais décidé à faire des études de langue, notamment allemand. Malheureusement, le destin de l'administration du CNOPS à l'époque m'a mené à m'inscrire. Je vais dire malgré moi, parce que nous étions trois qu'on a envoyés au Cameroun, parce que nous devions aller en France pour faire des études d'allemand. Mais on ne sait pas pourquoi, on nous a envoyés en novembre 1974 à Yaoundé. Nous sommes arrivés, on nous dit, mais vous pouvez faire quoi? Des Allemands, il n'y a pas de département d'allemand ici. Et après, on était désemparés. Jeune Burkina à l'époque, débarquant de son village dans un pays lointain, on vous dit, il n'y a pas ce que vous êtes venu pour faire. Donc, il y a toute une série de questions qui se posent, puisqu'on il n'y a pas de date, on va pas s'inscrire. Si on s'inscrit pas, on n'a pas la bourse. Si on n'a pas la bourse, comment on va manger, où on va dormir, etc. On a des questions. On a des questions. Et comme on aime dire à quelque chose malheur au monde, la première guerre Mali-Burkina de décembre 1974, il l'a sauvé. Parce qu'à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas encore le ministère de l'enseignement supérieur, qui était à l'île en Vendée. Il venait à Yaoundé, il a rencontré la colonie Voltaire. On dit, mais il n'était pas, enfin, il n'y a pas meilleure personne pour poser nos problèmes. On les a posés, il a dit, bon, cette rencontre, c'est le 23 décembre 1964. 23 décembre, à la veille de la nuit. Il a dit, bon, vous êtes trois, comme j'ai dit, bon, vous allez faire quoi?
Bon, moi, je me suis dit, j'étais fort en allemand, j'étais fort en anglais, j'étais fort en espagnol. Je veux venir avoir. Si je fais, je me demande à faire anglais, ça me dit, je dis, bon, laisse-moi aller comme ça. Et pour la petite histoire, moi, j'étais surpris de m'entendre dire là, parce que mes notes de français au baccalauréat, c'était très pitoyable. J'ai eu 4 sur 20 à l'écrit et 6 sur 20 à l'oral. 6 sur 20 à l'oral, 4 sur 20 en français. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir le baccalauréat avec la mention assez bien, parce que j'avais de très bons notes dans les langues. Et donc, voilà comment je me suis introduit à Ouagadougou. Et nous avons commencé les cours le 7 janvier 1975 à l'ère moderne. Voilà comment est né. Voilà comment je me suis retrouvé avec est-ce que vous avez parlé de passion? Moi, je n'en sais rien, mais peut-être ça, on nous montrera comment cet intérêt, on va dire, pour la littérature est bien, quoi. D'accord. Et vous avez occupé de hautes fonctions dans l'enseignement. En octobre 2006, septembre 2007, vous avez été directeur général de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique au ministère des enseignements secondaires supérieurs et de la recherche scientifique au Burkina Faso. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'université du Burkina? Bon, c'est vrai que peut-être des corrections. J'ai été directeur général de l'enseignement supérieur depuis novembre 1982, non, 2006, novembre 2006 à mars 2016. Ok. Alors, comment je vois l'évolution de l'enseignement supérieur? Faut dire que c'est une évolution notable. Parce que quand moi je suis arrivé en 1983 au département d'aide moderne comme assistant, nous avions des enseignements, on appelait des matières. Et puis, par matière, il était prévu selon les textes, 3 devoirs minimum, 6 devoirs maximum par matière. Donc, si vous voyez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous allez comprendre que vraiment, il y a eu une évolution. Il y a eu ça, et ensuite, il y a eu la fondation de 2000 qui a remis en cause, donc, fondement même de cet enseignement supérieur qui était donné. Et cette reformation a mis au cœur de préoccupations l'avenir des jeunes formés. C'est-à-dire, ceux qui sont formés, qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite en matière d'emploi, en matière de production, en matière de services rendus à la nation, tout simplement. C'est vrai que la Fondation a mis l'accent sur deux ou trois points essentiels de mon point de vue. Le premier, c'est la décentralisation de la déconcentration de l'enseignement supérieur. C'est là que il avait été envisagé la création d'universités en dehors du Ouagadougou. Et deuxième point, c'était la professionnalisation. C'est suite à cette refondation de 2000 que beaucoup de filières professionnelles ou professionnalisantes, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, ont fait le jour dans les différentes UFR, puisque la fondation a conduit à la création des unités de formation et de recherche. Alors, une autre innovation aussi que la refondation a entraîné, c'est l'expression avait été galvaudée à l'époque, les étudiants intramuros et les étudiants extramuros. Aujourd'hui, nous en sommes à ça, parce que l'enseignement à distance, ce n'est rien d'autre que les étudiants extramuros, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le campus. Donc, vous voyez, c'est 3 points que je retiens essentiellement avec comme conséquence donc la réorganisation de l'université. Au lieu des facultés, c'est devenu des UFR. Donc voilà autant de points qui, à mon avis, ont marqué cette évolution jusqu'à à l'orée des années 2010, nous sentions la nécessité d'intégrer
ou de faire du système licence, master et doctorat, le fameux système LMD, oui. d'en faire la référence au niveau de l'enseignement supérieur de nos pays. Et ça aussi, bon, je pense qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur le système LMD, vraies, fausses, inventées, créées de toutes pièces, que très souvent le public s'y perd. Parce que le système LMD, en fait, son histoire, c'est vrai que ce n'est pas propre au Burkina ni à l'Afrique. C'est lié à l'évolution de l'enseignement supérieur en Europe, notamment au sein de l'Union européenne à l'époque, à travers le processus de Bologne, comme on l'a appelé. Mais c'était devenu une espèce de référence au niveau international pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Alors, du coup, les structures d'intégration régionale, l'UEMOA à l'époque, et puis le CAMES, Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, ont pris des recommandations, des décisions demandant aux pays membres d'intégrer le système LMD pour en faire la référence au niveau de l'enseignement supérieur. Pourquoi cela? Parce que cela nous permettait de rester dans le système international de l'enseignement supérieur. Bon, maintenant, la mise en œuvre a connu beaucoup de difficultés, en ayant conduit en partie la réflexion sur la mise en œuvre du système LMD au Burkina Faso, je dois dire que rien n'a été fait au hasard. Honnêtement, rien n'a été fait au hasard, parce que pour rentrer dans le système LMD, le gouvernement, à travers le ministre chargé de l'enseignement supérieur, a trouvé les moyens pour permettre aux principaux responsables de l'enseignement supérieur à l'époque. Il y avait quoi? Il y avait l'université de Ouagadougou, il y avait l'université Ouaga 2, il y avait l'université de Bobo, l'université polytechnique de Bobo à l'époque, et il y avait l'université de Koudougou. Les premiers responsables ont été mis dans une commission avec les responsables des DAOI, des directions des affaires, des affaires académiques de l'orientation d'information, pour pouvoir faire le point et faire le tour pour voir comment est-ce que le système LMD, c'est quoi le système LMD et comment il fonctionne. Donc, des délégations sont parties aux États-Unis, aux USA même et au Canada. Des délégations sont parties au Maghreb, au Maroc, en Tunisie. Des délégations sont parties en Europe, en France ou en Hollande. Et puis des délégations aussi sont parties en Afrique. Le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Rwanda. Et il y avait une feuille de route pour que chaque délégation fasse son compte rendu. D'abord, c'est quoi le système LMD? Ensuite, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées pour la mise en œuvre du système LMD dans leur pays et quelles sont les solutions qui ont été trouvées. Donc, c'est suite à tout ça que nous avons fait un rapport de synthèse qui a servi de document de travail pour le symposium national de mise en œuvre du système LMD au Burkina Faso. Donc, vous voyez, en fait, il y a tout un travail qui a été fait. Maintenant, peut-être que la mise en œuvre n'a pas été accompagné de moyens pour que le système soit viable et en tout cas accepté. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le retard dans certaines filières à l'université? Oui, il faut que je corrige pour dire qu'en plus de ces universités que j'ai nommées, il y a l'université virtuelle de Burkina Faso. Oui, oui. Et il y a l'école polytechnique de Ouagadougou. Alors, les retards, mon analyse personnelle de ces retards-là, c'est que les étudiants ont pris un pouvoir au-delà du pouvoir qu'ils pouvaient exercer réellement dans le système d'enseignement supérieur. Parce que je vous ai dit que quand nous on a commencé, chaque matière qui correspond aujourd'hui à une unité d'enseignement ou encore à un EQE, élément composant constitutif de l'unité d'enseignement, il y avait 3 devoirs au minimum et 6 devoirs au maximum. Oui. C'est vrai, il n'y avait pas de gros effectifs, mais on arrivait à faire 6 devoirs en gros par matière pour chaque étudiant. Vous multipliez s'il y a 10 devoirs et si 10 matières multipliées, ça vous donne le nombre de devoirs
que les étudiants acceptaient de faire à l'époque. Non, mais vous avez tantôt parlé d'effectifs, parce qu'aujourd'hui, on remarque que dans une salle, on peut aller jusqu'à 1000. Oui, mais les effectifs à ce niveau-là, ça devient un poids pour l'enseignant, pas pour les étudiants. Parce que les devoirs, c'est l'enseignant qui va les corriger, ce n'est pas les étudiants qui vont les corriger. Mais ils ont pris ce pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on attend. Et vous imaginez s'il y a 10, 12, 15 unités d'enseignement. Et chaque fois qu'on finit, il faut attendre 15 jours. Et pendant ces 15 jours, cela veut dire qu'il ne faut pas programmer un enseignement, puisqu'ils se donnent 15 jours pour réviser. Ben, c'est vrai, les effectifs aussi ont eu des conséquences au niveau des enseignants à travers la correction des copies. Oui. Bon, on a demandé qu'on mette en place des jurys de correction. Ben, si on met en place des jurys de correction et que parfois les doctorants qui sont sollicités pour corriger, ils doivent être payés. On peut mettre 3, 4, 5 mois, 6 mois, parfois 1 an avant qu'ils soient payés. Bon, vous voyez, donc c'est tout un ensemble qui justifie les retards. Mais le premier point de départ pour moi, là, c'est ma conviction vraiment personnelle, c'est un pouvoir excessif que les étudiants ont pris. Voilà. D'accord. Et quel est le plus grand chantier qui reste à accomplir dans l'enseignement supérieur? L'idée, c'est de dire que les sciences et techniques constituent le moteur du développement. C'est valable, ça se comprend, ça se défend, mais il ne faut pas penser que c'est le moteur exclusif du développement. On a dit souvent que il y a trop d'étudiants dans le domaine des humanités, on va dire, lettres, les sciences humaines et sociales, et qu'ils chôment. C'est vrai. Mais dans ce domaine-là, même dans le domaine des sciences et techniques, il y a des étudiants qui chôment après leur formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais de mon point de vue, pour trouver la bonne solution, il faut se poser la question d'où viennent les étudiants qui sont à l'enseignement supérieur? Ils viennent des lycées. D'où viennent les élèves du lycée? Ils viennent des collèges. D'où viennent les élèves du collège? Ils viennent de l'école primaire. Donc, le système éducatif, c'est un tout. Il faut prendre chaque maillon, le faire en sorte que le maillon de départ, le maillon suivant soit logique avec le maillon antérieur. Sinon, on va trouver des solutions, mais qui ne soient pas durables. Pour moi, c'est tout le système éducatif qu'il faut refonder. Alors, je parlais tout à l'heure de compétences qu'on donne aux étudiants, mais avant de parler des étudiants, il faut parler aussi des élèves. Quelles sont les compétences qu'on donne aux élèves? Alors, quand moi j'entends certaines personnes dire oui, il y a trop de spécialistes en lettres et sciences humaines et tout ça, je dis oui, mais attendez. Mais ces gens que vous dites formés en lettres et sciences humaines là, mais ils viennent d'où? Ce ne sont pas eux qui ont décidé. Hein. Ils viennent d'où? Ils viennent du lycée. Et si les séries A, il y a plus d'étudiants dans les séries A que dans les séries D ou séries C, et je pense ce n'est pas la faute des élèves, c'est ce que l'État leur offre. Et je pense qu'il y a une étude qui a été faite à un moment donné, mais qui tendait à dire que, d'abord, le constat c'était qu'il y avait beaucoup de séries C qui avaient disparu des établissements publics. Mais la réflexion, c'est que une des causes, c'est que les enseignants eux-mêmes décourageaient les enfants. Oh non, toi tu ne peux pas faire série. Oh, toi tu ne peux pas faire les mathématiques. Oui, c'est ça. Bon, alors, si on vous met ça dans votre tête, ça veut dire que, ceux qui font des mathématiques, ce sont des cracks et vous ne faites pas partie des cracks. Donc vous allez aller là où on n'a pas besoin, là où les cracks, là où on n'a pas besoin de cracks. Vous voyez, donc c'est psychologique. Ça vaut ce que ça vaut, mais je dis tout simplement, ça fait partie des leçons à tirer pour voir, en fait, comment faire en sorte que l'école réponde aux besoins de la société. Alors, Monsieur Sanou, selon vous, est-ce que la littérature burkinabé a-t-elle aujourd'hui trouvé sa place? Parce que je peux prendre un exemple où
Et il y a une petite sœur qui dit que son enseignant à l'école, souvent pour conseiller les élèves, ils disent non, ne prenez pas la série A parce que c'est une série pour femmes, c'est mieux d'aller en C, c'est mieux d'aller en D. Et à cause de cela, beaucoup, après le baccalauréat, décident d'aller en A, même s'ils sont conscients de leur niveau, ils décident d'aller parce que c'est une série pour femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la littérature a sa place? Oui, la littérature a bel et bien sa place. Parce que c'est quoi la littérature? La littérature, c'est d'abord la fiction. Mais la littérature, c'est aussi l'expression des réalités. Un écrivain, c'est celui qui s'assoit face aux réalités et qui crée à partir de ces réalités. Il crée quoi? Il crée un monde qu'il propose à la compréhension de son lecteur. Mais pourquoi il crée ce monde à la compréhension de son lecteur? C'est pour que ce monde qu'il met à sa disposition puisse agir sur le mental de son lecteur, puisse amener son lecteur à se dire « Ah, voilà les réalités. Et donc, qu'est-ce que je fais devant ces réalités ?» Le lecteur, pour lire un roman, par exemple, il met en branle son intelligence. C'est ça qui m'amène à définir la littérature comme un produit de l'intelligence qui s'adresse à l'intelligence. L'écrivain a mis en branle son intelligence pour créer quelque chose qu'il propose. Mais pour que le lecteur comprenne ce que l'écrivain a créé, il faut que lui-même, le lecteur, son intelligence soit ouverte, qu'il fasse fonctionner son intelligence. Et c'est là, maintenant, que les deux intelligences se croisent. Les deux intelligences se croisent, il en sort quoi? Il en sort un changement notable au niveau de celui qui lit le roman, parce que l'écrivain va lui proposer des idées et à lui de savoir tirer quelque chose de ces idées. Donc, ce qui joue sur le mental là a plus de valeur de mon point de vue que toute autre chose, parce que le développement, c'est dans la tête d'abord. Il est conçu, ce développement. Or, le développement ici, c'est le développement à travers des hommes. Mais si on ne comprend pas l'être humain, comment est-ce qu'on peut l'amener à se développer? Donc, c'est pour dire que tout ce qui est l'être, sciences humaines, sciences sociales, humanité de façon générale, là, il ne faut pas concevoir le développement seulement par les humanités, mais il ne faut pas concevoir le développement seulement par les sciences et techniques. Les deux doivent fusionner. Les deux doivent fusionner, faire en sorte que ce que le technicien, le scientifique va expliquer à l'homme, que l'homme le comprenne à partir de sa culture. Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent, ou peut-être tous ceux-là qui ont été découragés parce qu'on dit que non, en A, on ne peut pas trouver du travail, la série A, c'est pour les femmes et tout. Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de ces personnes-là? C'est partout qu'il y a du chômage. C'est pas seulement en lettres et sciences humaines. Hein. Partout il y a des chômages. Pourquoi? Parce que on n'a pas donné des compétences aux étudiants. C'est tout. Donc, quel que soit le domaine où on est là, si on a des compétences, on peut être utile. Je dis chaque fois aux étudiants en lettres modernes là, je dis, mais vous voulez faire quoi? Qu'est-ce qui vous amène en lettres modernes? Ah, ils ne savent pas. Bon, tu vas enseigner? Oui, mais tu vas enseigner quoi? Bon, ben, le français, d'accord. Mais le français là, tu vas l'enseigner comment? À qui? À des enfants, bien sûr. Mais est-ce que toi-même tu comprends bien le français? Dans le sens de, est-ce que tu sais ce que c'est que le français? C'est la langue de quelqu'un. Donc, c'est le véhicule de la culture de ces personnes. Mais toi-même là, tu connais quoi de ta culture? Ah. Mais si toi-même qui est chargé d'éduquer les enfants, tu ne connais rien de ta culture, mais qu'est-ce que tu vas apprendre aux enfants? Rien que ce qui est dans les livres. Mais à partir de ce moment-là, cet enfant-là, comme toi, qu'est-ce qu'il va devenir? Il ne pourra que parler de ce qu'il a appris dans les livres. Oui. Donc, pour moi, il faut effectivement que on sache que les lettres, ça ne c'est pas inutile.
Il s'agit de savoir en profiter. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de choses à faire. Un historien, un géographe, un sociologue, un psychologue. Mais ils sont tous utiles. Mais seulement, il faut d'abord leur permettre de comprendre que même ils sont utiles et leur donner les moyens de montrer qu'ils sont utiles. D'accord. Alors, Monsieur Sanou, c'est sur ces conseils que nous allons mettre fin à cette première partie de notre émission. D'accord. En tout cas, bon, je suis content de pouvoir échanger comme ça avec vous à bâton rompu. Bon, je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est ma vérité que j'expose et elle peut être partagée comme elle peut être rejetée, mais c'est le débat qui fait avancer aussi un pays. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette première partie de votre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Fadima Web TV, les racines de l'actu.